Exactement. Les amis, accueillons comme il se doit, en cœur s'il vous plaît, Amélie Carwer. Bonjour Amélie. Bonjour à tous. Bonjour. Oh, bien la trompette. Ah oui, je suis pas bien la trompette. On ne plaisante pas avec l'info, c'est le titre de votre rendez-vous qui débute à 9h. Et bienvenue sur le canal 15, Amélie. Oui, pour commencer, je vais vous faire part un peu d'émotion, parce que c'est émouvant. Parce que c'est un sacré tournant et que ça faisait un moment, on avait hâte de montrer à un peu plus de monde de quoi cette rédaction absolument formidable est capable. Donc c'est maintenant, bienvenue à tous. Alors, vous allez voir avec nous d'ailleurs souvent à quel point le monde est fou. Et fou, c'est le mot qui est choisi désormais par Trump pour parler d'Elon Musk. Oui, c'est la phrase de la nuit, il est juste devenu fou. Tout a déraillé en quelques heures entre les deux hommes. Et attention, pensez pas qu'il s'agit là d'une simple scène de ménage à ciel ouvert. Non, les conséquences, elles sont là, elles sont importantes. Elles sont industrielles, elles sont financières, elles sont politiques. Et ça, vous allez le voir avec nous. On vous suit évidemment avec intérêt. Amélie, toute votre équipe, on ne plaisante pas avec l'info, c'est dans un instant. Ce week-end, nos copains de la matinale week-end, LCI évidemment, et nous reviendrons dès lundi, 5h55. Merci Thomas d'avoir passé la semaine avec nous. Un plaisir. C'était un bonheur. Allez, à très très vite, restez bien là sur LCI. Bienvenue. Bienvenue sur LCI, bienvenue sur le canal 15. Qu'on se le dise, c'est un changement de numéro, mais ce n'est pas un changement de cap. Notre ambition, c'est de vous donner de l'info, toujours. C'est de décrypter les grands enjeux. Bien évidemment, c'est de vous permettre de vous faire votre opinion. Et vous êtes au bon endroit. Pour ça, le meilleur de l'info, c'est sur LCI. Voilà. Et l'info, notamment de cette nuit, on va y revenir dans quelques instants. C'est Trump et Musk qui se déchirent à ciel ouvert, à coups d'accusations, mais très graves. Et il y a des conséquences qui le sont également. Elles sont politiques, elles sont aussi financières. On y revient dans un instant, mais là, tout de suite, maintenant, c'est le journal qui est présenté par Amal Laoui. Bonjour à vous, Amal. Bonjour Amélie Carwer, bonjour à tous. Dans l'actualité, ce drame à Reims, au moins 4 personnes sont mortes dans l'incendie d'un immeuble dont un enfant. Le feu s'est déclaré cette nuit, il est désormais éteint grâce aux nombreux pompiers mobilisés. Écoutez, à certains témoins de l'incendie, les habitants sont sous le choc. J'ai plutôt entendu, car ça s'est mis à exploser sur le coup d'une heure moins le quart. Et puis on a entendu des gens crier dehors. J'ai ouvert les volets. Et puis là, j'ai vu les flammes qui dépassaient des immeubles là-bas. Ouais, il y avait 4, 5, 6 camions de pompiers, tour des échelles, à total quoi. Dans l'actualité également, notre collègue, l'animateur Christophe Beaugrand et son mari ont été victimes d'une violente tentative de homejacking dans la nuit de mercredi à jeudi. 2 hommes se sont introduits au domicile de l'animateur en région parisienne alors que son fils était présent. Son compagnon a été violemment attaqué à coups de club de golf. Écoutez le témoignage de Christophe Beaugrand. On n'a pas le temps de réfléchir dans ces moments-là. Moi, je me suis levé d'un bond et je suis monté dans la chambre de mon petit garçon qui dort au 2e étage. On a 3 niveaux dans notre maison. Et je l'ai pris dans son lit, il ne comprenait rien. Je suis sorti par la fenêtre et on est monté sur le toit avec mon fils. J'ai entendu mon mari hurler « au secours, au secours ». Et après, j'ai plus rien entendu. Alors qu'il était en train d'essayer de grimper pour descendre dans le jardin, ils lui ont balancé un coup de... Ghislain dit un club de golf sur la tête et du coup il est tombé de 3 mètres sur le sol, sur la terrasse qui est en dessous. Les voleurs sont partis tout de suite quand ils ont vu que mon mari s'enfuyait, je suppose. Mais ça, vous ne l'avez vu qu'après. Moi j'entendais rien, donc je ne savais pas ce qui allait se passer. Donc ça a été très 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 long, très très long. 1 an après la dissolution de l'Assemblée nationale, c'est l'heure du bilan. Selon un sondage IFOP pour LCI, c'est toujours l'incompréhension pour les Français. Vous verrez que pour les prochaines élections en 2027, pour élire les députés, le Rassemblement national est systématiquement en tête. 1 an après la dissolution, où en est-on? Écoutez la réponse de Jean-Philippe Tanguy, le député du Rassemblement national, était tout à l'heure l'invité de TF1. Écoutez. Tout est bloqué, voilà. C'est-à-dire que les problèmes s'accumulent. On voit bien qu'on n'a pas de capacité à faire des grandes réformes, en particulier sur les finances publiques. Le rapporteur général du budget, par exemple Charles de Courceau, qui n'est pas Rassemblement national, il n'est pas du tout, le dit lui-même. Comment voulez-vous qu'on fasse des grandes réformes si on n'a pas de majorité politique, d'arbitrage des Français? On devait par exemple limiter les frais bancaires, on n'y est pas arrivé, et puis parce qu'il n'y a pas de majorité, donc c'est dommage. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Restez avec nous. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Amélie Carwer et ses invités pour l'émission On ne plaisante pas avec l'info.
Allez, dans un tout petit instant, bien sûr, on va revenir sur le divorce qui peut coûter cher, très cher, entre Trump et Elon Musk. Mais d'abord, une information LCI pour commencer. C'est ce sondage qui donne le RN en tête si des élections législatives devaient se tenir. Et voilà, ce sondage, il tombe après une semaine dominée par les questions de sécurité, de justice, le régalien, les violences après le match du PSG, le meurtre raciste anti-musulman dans le Var, Darmanin Retailleau en première ligne, trop peu d'autorité pour certains, excès pour d'autres. On en parle avec Jérôme Jaffray. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, Jérôme, ce matin. Vous êtes bien sûr politologue. Vous êtes directeur du Centre d'études et de connaissances sur l'opinion publique et chercheur associé au CEVIPOF. Et nous sommes également, et j'en suis ravie, avec Isabelle Saporta. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes éditorialiste à RTL. Guillaume Roquette, bonjour. Oui. Ravi également, directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Bonjour à vous, Philippe Val. Ravi, bien sûr, ancien directeur de la rédaction de Charlie Hebdo. Le sondage, on le regarde dans le détail. Le RN loin dans les intentions de vote dans notre sondage en cas d'élection législative au premier tour et dans tous les cas de figure. Vous allez le voir, si la gauche est unie et si la gauche est désunie. Regardez, RN 35%, 21%, NFP, Bloc Central 18%, les Républicains 11%. Ça, c'est la gauche unie. Gauche divisée, 34% RN, 16% Bloc Central, PS 12%, 10% les Républicains. Jérôme, sans tarder, votre analyse. Est-ce que le RN s'impose toujours plus comme une alternative aidé par le climat actuel? Écoutez, le Rassemblement national est en position de parti dominant dans le système politique français aujourd'hui. Et ce que dit d'abord ce sondage, c'est que c'est un désaveu pour toutes les autres forces politiques, sans exception. La gauche est en crise. Et divisée ou pas divisée, elle n'est pas du tout dans les niveaux où elle était, et c'était pourtant des niveaux très bas. Ça n'aura pas échappé à un œil aussi aiguisé que Guillaume Roquette, le fait que les Républicains, quelques jours après l'élection triomphale de Bruno Retailleau, se situent toujours à un niveau extraordinairement faible, 11% d'intention de vote pour les Républicains, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en mesure de bousculer la domination du Rassemblement national. Et finalement, ce Rassemblement national, il ne peut être battu que dans des seconds tours de scrutin et par l'alliance des autres forces politiques. Sinon, vous avez effectivement une hypothèse caressée par Jean-Philippe Tanguy, nous l'avons écouté dans l'extrait qui nous a été passé, de dire que si on allait vers de nouvelles élections législatives, le Rassemblement national pourrait l'emporter. Et quelle est la morale de l'histoire dans l'opinion? Est-ce à dire que les Français disent toujours plus d'autorité, nous voulons toujours plus d'autorité? Ils disent beaucoup de choses, les Français. C'est moins un soutien au Rassemblement national, me semble-t-il, en tant que tel, comme force gouvernante, capacité de résoudre les problèmes du pays, que la sanction violente, vigoureuse sur toutes les autres forces. Il y a 3 traits qui caractérisent l'opinion. C'est un sentiment, alors vous avez raison, d'impuissance, c'est-à-dire effectivement une dislocation de l'État face quand vous avez les émeutes de ces derniers jours au Parc des Princes, les gardiens de prison menacés quand ils rentrent chez eux, les salles de justice qui peuvent devenir des lieux de rixe, les Français se disent l'État ne remplit plus son rôle. Deuxième élément, c'est une inefficacité. C'est-à-dire qu'on ne résout pas les problèmes du pays et qu'au contraire, le sentiment est que les problèmes du pays s'aggravent. Et puis, c'est un sentiment de déclassement que beaucoup de catégories éprouvent, c'est-à-dire par rapport à la fois, non seulement au pouvoir d'achat, qui reste une préoccupation majeure, mais également au sentiment de capacité d'ascension sociale, de progrès, qui est profondément ancré dans ce que nous avons vécu depuis plus de 50 ans, et même au-delà. Et aujourd'hui, le sentiment que tout cela est bloqué. Donc, il y a effectivement un mécontentement massif que votre sondage de l'IFOP pour LCI, sorti exclusivement aujourd'hui pour ce numéro 15 que nous fêtons, eh bien, vous avez ce sentiment effectivement de très vif mécontentement. Et est-ce que tout ça n'est qu'alimenté encore et encore par violence du PSG, par déclaration sur la justice, un garde des Sceaux qui lui-même dit que la justice n'est pas à la hauteur? Écoutez, c'est vrai que ces images, elles étaient déplorables et que par ailleurs, les sanctions qui ont été, les jugements qui ont été faits, les sanctions qui ont été faits,
sont ahurissantes en fait. Je veux dire, il y a un moment quand on voit que une personne qui juge, qui vise un policier avec un mortier se retrouve avec au fond l'équivalent d'un bisou sur la main, c'est-à-dire 500 € d'amende et du sursis. En fait, c'est pas possible. Et c'est pas possible parce que, comme le disait très bien Jérôme Jaffray, ça fait au fond, on a l'impression d'un déclassement, d'un affaissement de l'État, et par ailleurs, il y a nous et les autres. Il y a nous qui faisons bien, qui sommes dans les clous, qui en permanence payons nos impôts, respectons la règle, et au fond sur lequel chaque petit dépassement, que ce soit, par exemple, même travailler le 1er mai pour les boulangers, on peut se retrouver avec une amende de 7 500 €. Fumer bientôt sur la plage, ce sera 135 €. Et en revanche, on a une espèce de laisser faire, en fait, sur ce qui relèverait, pardonnez-moi cette grossièreté, de quasiment de la chienlit. Donc c'est vrai que je pense que nos concitoyens, c'est pas une question, au fond, d'être raciste ou pas raciste, c'est une question de vouloir renverser la table. Quand ça a claqué, aussi clashé sur les zones à faible émission, ce qui veut dire un acronyme, puisque la France est maintenant la championne du monde des acronymes, plutôt que de dire respirons sainement, on appelle ça une zone de faible émission, enfin ça n'a aucun sens. Les gens, en fait, ils n'étaient pas tellement contre ça, ils étaient contre cette espèce de sécession qu'il y a aujourd'hui des métropoles par rapport au reste de la France, en fait. Que ce soit la banlieue, d'ailleurs vous aviez fait un autre très très bon sondage sur, au fond, la banlieue et la France de la diagonale du vide, qui se retrouvaient dans cette impression d'être méprisés aujourd'hui par Emmanuel Macron. Et Guillaume ? Je pense que nous sommes arrivés au bout de quelque chose. C'est-à-dire que le système, au sens large, tel qu'il a été décrit par Jérôme Jaffray, c'est-à-dire l'organisation publique de notre pays, à la fois économique et régalienne, ne correspond plus à ce que sont les attentes des Français, mais surtout ne correspond plus à la situation de ce qu'est la France. Et donc, il y a une demande d'ordre dans le pays qui ne peut pas être satisfaite par des aménagements à la marge. On remarquait à l'instant que le parti de Bruno Retailleau n'arrivait pas à émerger. Pourquoi ? Alors même que le ministre de l'Intérieur, me semble-t-il, envoie des signes pour montrer qu'il est pour une politique plus rigoureuse. Mais c'est parce que les Français se disent, ces politiques-là, on les connaît. On sait qu'ils font beaucoup de coups de menton, mais que sur le fond, la situation ne change pas. Peut-être que certains, le week-end dernier, se sont dit, avec les déclarations qu'il a, il n'a pas pour autant eu les résultats escomptés lors d'un week-end sous tension. Certains l'ont dit, vous le savez. Oui, absolument. Et je ne sais pas si vous vous souvenez des déclarations du président de la République dimanche soir, de ces coups de menton, ces tartarinades en disant « l'État sera exemplaire, nous châtirons, nous punirons, nous ne laisserons rien passer ». Et le lendemain, tous les émeutiers qui ont été arrêtés s'égrènent comme des moineaux en sortant du tribunal, parce qu'ils n'ont que du sursis et des amendes qu'ils ne paieront pas, parce qu'ils ont installé leur insolvabilité. Donc c'est devenu insupportable, je pense, au sens premier du terme, pour les Français qui travaillent, ceux qui ont rempli leur déclaration d'impôt. C'était avant hier soir à minuit. L'avantage du système, parce que le fisc, c'est avec l'armée la seule administration qui fonctionne vraiment dans ce pays, c'est qu'à la seconde où vous avez fait votre déclaration, vous voyez ce que vous allez payer. Et moi, honnêtement, j'ai sauté sur ma chaise en me disant, mais je veux bien payer des impôts, mais pour ce foutoir-là, franchement, il y a une colère. Jérôme. Il y a un frondeur maintenant avec Guillaume Roquette, vous rendez compte en tout cas. Quand Isabelle Saporta et Guillaume Roquette tiennent leur discours, effectivement, c'est impressionnant. Impressionnant d'ailleurs ce que dit, c'est au fond un échec quand même gouvernemental qui continue. C'est ça qui est le fait nouveau. Vous avez quand même des ministres. Le problème, c'est que la zizanie est dans chaque camp, entre chaque camp. C'est ça qui est quand même une caractéristique de la situation politique. Très intéressant dans votre sondage, les éléments sur la dissolution et le sentiment que les Français en éprouvent. L'incompréhension devant la dissolution. Parce qu'après une dissolution, vous avez une assemblée, pour bien fonctionner, vous avez deux façons de faire. La façon classique de la Ve République, il y a une majorité de soutien à l'action du président de la République, elle est forte, elle est absolue, et donc on peut voter des textes, et si en plus le président s'est engagé avant d'être élu, pour qu'en annonçant son programme, les choses sont claires, les Français savent où on va, il y a une légitimité de l'élu, les choses sont claires. Ce n'est pas du tout le cas depuis déjà 2022, aggravé en 2024. L'autre façon de faire, pour qu'une assemblée fonctionne bien,
c'est des compromis, des alliances, des ententes. Et ce que les Français sont stupéfaits de constater, c'est que cette Assemblée, telle qu'elle existe, est incapable de fabriquer des compromis, des ententes minimales pour voter des textes sur un certain nombre de choses. Alors quand M. Tanguy pose la question des frais bancaires, je me demande quelle a été exactement l'attitude du Rassemblement national pour arriver à des compromis sur ce genre de questions. Est-ce qu'ils n'ont pas joué en permanence l'opposition absolue pour faire que les Français éprouvent ce sentiment d'insatisfaction et de mécontentement? On est donc dans un blocage politique et dans un mécontentement des Français. Et c'est l'ensemble de ces deux éléments qui créent la crise, qui est extrêmement forte. Et Guillaume Roquette dit qu'on est à la fin d'un système, peut-être. Le problème, c'est que nous avons encore presque 2 ans avant la prochaine présidentielle, qu'une nouvelle dissolution serait une absurdité. D'ailleurs, les Français ne le souhaitent pas. Votre sondage le dit aussi très nettement. Probablement Emmanuel Macron peut considérer que c'est inutile de revenir à cette tentative. Donc, le blocage, il est encore là pour un moment. Alors, je vais donner les chiffres, effectivement, soulignés par Jérôme Jaffray pour nos téléspectateurs. Le 81%, vous l'avez vu s'afficher, 81% des Français pensent que la dissolution a fait perdre du temps à la France. 74% des Français pensent que la dissolution a empêché le gouvernement d'agir. Effectivement, ils sont 41% désormais à se dire en faveur d'une nouvelle dissolution, majorité contre. Alors après, on peut se dire, ils sont 81% à penser que c'est une erreur, mais que 41% à s'opposer à une nouvelle dissolution.